Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette deuxième webcast proposée par Marie, la filière de santé des maladies rares immunohématologiques. Le thème de cette édition est grossesse et maladies rares immunohématologiques, c'est possible. Avec trois thématiques, situation clinique du programme, grossesse et purpura thrombotique thrombocytopénique, grossesse et purpura thrombopénique immunologique et grossesse et déficit immunitaire. Pour chacune de ces trois thématiques, un cas clinique a été préparé par un interne qui va le partager avec vous, cas clinique qui sera commenté par un expert d'un centre de référence de la thématique. À tout moment, vous pourrez nous faire part de vos commentaires, de vos questions, en nous envoyant un message dans la rubrique qui se trouve sous la fenêtre vidéo. Mon collègue Jean Donadieu se trouve en régie pour coordonner vos questions. Pourquoi cette thématique? La grossesse est un souhait légitime, une question très fréquente de la part des jeunes patientes et une problématique qui concerne plusieurs de nos disciplines médicales. Et donc nous allons passer à la deuxième observation qui concerne donc la grossesse bien entendu et le purpura thrombopénique immunologique avec Bertrand Godeau, expert du centre de référence des cytopénies auto-immunes de l'adulte à l'hôpital Henri Mondor à Créteil, et Étienne Crix, interne en médecine interne. Messieurs, c'est à vous pour l'observation. Bonjour, donc nous allons parler du purpura thrombopénique immunologique au cours de la grossesse à travers une observation d'une jeune femme de 33 ans. C'est une patiente qui n'a pas d'antécédents notables, qui est d'origine sénégalaise mais sans voyage récent hors d'Europe et qui vous est adressée pour une thrombopénie isolée, sans autre anomalie de la numération formule sanguine. Elle n'a pas d'examen biologique antérieur disponible et il s'agit de sa première grossesse. L'examen clinique est sans particularité, en particulier pas de syndrome hémorragique, pas d'adénopathie ou d'hépatosplénomégalie. À ce stade, quel diagnostic vous paraît le plus probable? Est-ce une thrombopénie gestationnelle, une prééclampsie, une thrombopénie immunologique ou PTI, un lupus systémique ou un HELLP syndrome? Nous avons retenu le diagnostic de PTI chez cette patiente en raison de la profondeur de la thrombopénie et du début de la grossesse. Pour revenir sur les causes de thrombopénie au cours de la grossesse, il s'agit d'une fréquence approximativement entre 6 et 10% des grossesses. Seulement 1% ont des plaquettes inférieures à 100 Giga par litre. Et comme vous pouvez le voir ici, la majorité des thrombopénies, environ 3/4, sont représentées par des thrombopénies gestationnelles, dont Bertrand Godeau détaillera plus tard les caractéristiques. L'autre cause majeure de thrombopénie durant la grossesse est représentée par la prééclampsie et le HELLP syndrome, mais qui sont des pathologies de fin de grossesse avec un contexte clinique relativement évocateur. Les autres causes sont beaucoup plus rares, dont le PTI et les autres causes de microangiopathie thrombotique ou de thrombopénie. Et finalement, pour revenir à notre patiente, le diagnostic différentiel se pose essentiellement entre un PTI et une thrombopénie gestationnelle. Je laisse la parole à Bertrand Godeau pour en détailler les caractéristiques. Alors effectivement, comme vous l'a souligné Étienne, la cause la plus fréquente de thrombopénie au cours de la grossesse, c'est la thrombopénie gestationnelle, qui est finalement une curiosité de la grossesse, qui n'a aucun caractère pathologique, qui ne met pas en jeu le pronostic ni de la maman ni du bébé. Ça représente 3/4 des thrombopénies de la grossesse. C'est une thrombopénie qui est le plus souvent modérée, supérieure à 70 gigas, qui est quasiment toujours vu en fin de deuxième trimestre ou au troisième trimestre, qui n'entraîne donc aucune complication hémorragique et qui va se résoudre spontanément au décours de l'accouchement. Donc ça, c'est un message très important. Quand vous observez une thrombopénie modérée en fin de grossesse, de ne pas oublier de demander à la maman de bien contrôler son chiffre de plaquettes à distance de l'accouchement, parce que la normalisation du chiffre de plaquettes spontané vous permet d'affirmer le diagnostic. Et lors d'une grossesse ultérieure, s'il y a à nouveau une thrombopénie, il n'y aura pas de problème diagnostique et vous pourrez retenir sans difficulté le diagnostic de thrombopénie gestationnelle. C'est un diagnostic d'élimination, bien évidemment. Avant d'affirmer qu'il s'agit d'une thrombopénie gestationnelle, il faut avoir éliminé des causes beaucoup plus graves, comme une prééclampsie, un PTI ou une microangiopathie thrombotique, comme ça vous avez été présenté lors du topo précédent. Pour revenir donc à l'histoire de notre patiente, vous la revoyez 3 mois plus tard, elle est toujours asymptomatique. Elle vous rapporte une numération où les plaquettes ont un petit peu diminué puisqu'elles sont maintenant à 31 Giga par litre. Cliniquement, elle n'a pas de syndrome hémorragique, l'examen clinique est normal pour le terme, et les examens sommes dont vous disposez sont sans particularité.
À ce stade, quel traitement allez-vous proposer à votre patiente? Une corticothérapie orale, des immunoglobulines intraveineuses, une perfusion de rituximab, des agonistes de la thrombopoïétine ou bien aucun traitement. Ici, nous ne retenons pas d'indication à traiter la patiente dans l'immédiat. Le risque fœtal est exceptionnel au cours de la grossesse chez une patiente avec un PTI. Le pronostic est donc essentiellement maternel avec des complications hémorragiques qui sont relativement rares. Et finalement, ces données nous poussent à proposer un traitement de manière similaire à la population générale si la patiente a un syndrome hémorragique ou bien une thrombopénie profonde, c'est-à-dire inférieure à 30 giga par litre. Le message général est d'éviter les traitements par excès pour les patientes qui n'en ont pas forcément besoin. Donc, comme vous l'a souligné Étienne, finalement la prise en charge du PTI au cours de la grossesse, en dehors de la période spécifique de l'accouchement que nous allons aborder à la fin de la présentation, avant l'accouchement, c'est vraiment la même prise en charge que celle qu'on observe, qu'on doit adopter chez une femme ayant un PTI non enceinte. Alors évidemment, il y a des spécificités. Les spécificités, c'est que si un traitement est nécessaire, certains médicaments sont contre-indiqués pendant la grossesse. Je soulignerai en particulier les agonistes du récepteur de la TPO, car nous n'avons vraiment pas de données. Et le message important vraiment à souligner, à nouveau affirmer, c'est d'éviter les surtraitements. Une jeune femme enceinte qui a 30 000 plaquettes et qui ne saigne pas n'a pas de nécessité de recevoir une corticothérapie prolongée avec tous les effets secondaires que vous connaissez. Donc revenons à notre patiente. En fin de grossesse, vous êtes contacté par l'équipe obstétricale en vue de préparer l'accouchement. La patiente n'a donc pas été traitée et sa numération montre des plaquettes à 42 giga par litre. Cliniquement, l'examen est inchangé et normal pour le terme. À ce stade, quels conseils donnez-vous en vue de l'accouchement? Aucun traitement avant l'accouchement? Ou bien proposez-vous de programmer une césarienne, de donner une corticothérapie orale pour obtenir des plaquettes supérieures à 50 giga par litre en cas d'accouchement par voie basse, une corticothérapie orale pour des plaquettes supérieures à 75 giga par litre en cas de réalisation d'une péridurale, ou bien des immunoglobulines intraveineuses pour obtenir des plaquettes supérieures à 150 giga par litre en cas de réalisation d'une péridurale. Ici, donc, nous retenons une indication à traiter la patiente pour obtenir un seuil de plaquettes suffisant pour réaliser l'accouchement dans une bonne condition. Ces seuils sont de 50 giga par litre pour un accouchement par voie basse ou par césarienne et de 75 giga par litre en cas de la réalisation d'une péridurale. Dans tous les cas, cet accouchement doit donc être préparé en coordination avec une équipe médico-obstétricale. Et l'un des principaux messages est que la voie de l'accouchement n'est dictée que par des motifs obstétricaux et il n'y a pas d'indication de réaliser une césarienne prophylactique uniquement pour le PTI. Les transfusions de plaquettes ne doivent pas être systématiques et la corticothérapie orale est généralement débutée une dizaine de jours avant le terme de l'accouchement pour obtenir un chiffre de plaquettes suffisant. Les IGIV peuvent éventuellement être proposés si la patiente est corticorésistante ou en cas de syndrome hémorragique important. Donc, notre patiente reçoit une corticothérapie orale à la dose d'1 mg kg jour avant l'accouchement, ce qui permet une remontée des plaquettes au-dessus de 100 giga par litre. L'accouchement se déroule sans complications et une NFS est réalisée sur le sang de cordon et retrouve des plaquettes donc à 57 giga par litre. Cliniquement, le bébé n'a pas de syndrome hémorragique. Quelle conduite à tenir proposez-vous concernant le nouveau-né? Proposez-vous de contrôler le chiffre plaquettaire entre J2 et J5, de réaliser une échographie transfontanellaire si les plaquettes sont inférieures à 50 giga par litre, de donner une corticothérapie orale, des immunoglobulines intraveineuses, ou bien de ne pas traiter l'enfant pour l'instant. Ici, nous retenons l'indication à contrôler le chiffre plaquettaire entre J2 et J5, réaliser une échographie si les plaquettes sont inférieures à 50 giga par litre, et ne pas traiter l'enfant dans l'immédiat. Et je laisse la parole à Bertrand Godot pour nous détailler le PTI néonatal. Oui, donc là, une des grandes inquiétudes des femmes enceintes ayant un PTI et que leur enfant développe une thrombopénie, c'est une complication qui peut être observée et qui doit être systématiquement recherchée, mais il faut souligner que le pronostic néonatal est globalement tout à fait excellent.
Le PTI néonatal est lié au transfert passif de l'anticorps de la maman au bébé. Et donc, il faut vraiment souligner que si le bébé est thrombopénique, cette thrombopénie sera transitoire et dans les 3 mois qui suivent la naissance va disparaître. Donc, on ne voit pas de PTI chronique chez les enfants nés d'une maman ayant un PTI. Les facteurs de risque pour que le bébé développe une thrombopénie néonatale, c'est essentiellement la sévérité du PTI chez la maman. Et l'élément qui doit vraiment être bien retenu, c'est que la thrombopénie doit systématiquement être recherchée à la naissance, même si le PTI de la maman est en apparence bénin, voire guéri. Et si le chiffre de plaquettes chez le bébé est normal à la naissance, on observe occasionnellement des thrombopénies retardées qui surviennent entre le 3e et le 5e jour de vie. Donc il est important de sensibiliser nos collègues pédiatres et obstétriciens à la nécessité de ne pas oublier cette surveillance du chiffre de plaquettes chez le nouveau-né entre J3 et J5. La prise en charge, comme l'a souligné Étienne, est conditionnée par le chiffre de plaquettes et par l'importance ou la présence de signes hémorragiques, en sachant qu'on est plus prudent chez le nouveau-né que chez un enfant ou un adulte. Et donc le traitement est assez bien standardisé, avec une indication à donner des traitements si les plaquettes sont inférieures à 50 000, et en cas de plaquettes inférieures à 20 000, à associer des immunoglobulines et des transfusions de plaquettes. Donc, pour terminer cette présentation, je voudrais à nouveau insister sur les 4 points qui nous paraissent importants à Étienne et à moi, pour vraiment souligner des éléments qui ne doivent pas être oubliés dans la prise en charge d'une femme ayant un PTI. Le premier message, c'est on ne traite une femme que si elle a une thrombopénie profonde avec des signes hémorragiques pendant la durée de la grossesse. Il faut vraiment se garder d'une escalade thérapeutique injustifiée. Que si un traitement est nécessaire, finalement, dans la très grande majorité des cas, en utilisant des corticoïdes de manière séquentielle ou des immunoglobulines dans les formes les plus sévères avec syndrome hémorragique, on s'en sort. Et si on est en échec de ces traitements, à ce moment-là, je pense qu'il faut prendre contact avec un centre de référence ou un centre de compétences pour vous aider dans la prise en charge de vos patientes. L'accouchement est finalement la période un petit peu cruciale dans la prise en charge du PTI. Le choix de la voie d'accouchement est vraiment décidé par l'obstétricien et non pas par l'hématologiste ou l'interniste ou le pédiatre. Et le chiffre de plaquettes nécessaire est suffisant pour un accouchement avec toutes les conditions de sécurité pour la maman est de 50 gigas. Mais bien évidemment, la plupart des mamans veulent avoir une péridurale, c'est légitime. Et dans ce cas-là, il faut avoir un chiffre de plaquettes supérieur à 75 gigas par litre selon les dernières recommandations. Enfin, ne pas oublier la recherche systématique d'une thrombopénie chez le nouveau-né à la naissance. Et si le chiffre de plaquettes est normal à la naissance, ne pas oublier de recontrôler ce chiffre de plaquettes entre J2 et J5, car occasionnellement, nous pouvons voir des thrombopénies retardées chez le nouveau-né. Moyennant ces recommandations, il faut vraiment souligner que le pronostic de la grossesse est excellent chez les femmes ayant un PTI et le pronostic chez les nouveau-nés est également excellent, mais cette prise en charge doit être faite par une équipe qui a l'habitude, et là j'insiste sur la nécessité d'une collaboration entre l'obstétricien, l'interniste ou l'hématologiste et le pédiatre. C'est vraiment une prise en charge collégiale. Merci beaucoup à tous les deux de cette présentation et de cette mise au point. Collaboration et anticipation, et tout se passera bien. Alors, une question, y a-t-il un risque, on a le temps pour des questions, y a-t-il un risque de rechute pendant la grossesse d'un PTI, chez une femme ayant eu auparavant un PTI, on va dire prolongé, ou un PTI aigu, durant l'enfance, l'adolescence ou jeune adulte? C'est une question très pertinente et c'est une question à laquelle nous avons des réponses sur des données rétrospectives. Mais la plupart des études rétrospectives, y compris une étude qui a été conduite par le Centre de référence en France, ont montré que lorsqu'une femme a un PTI met en route une grossesse, il y a 30% de risque d'aggravation de la maladie, en particulier à la fin du 2e et pendant le 3e trimestre, et qui ne sont pas des thrombopénies gestationnelles, qui sont vraiment une aggravation de la maladie. Et en gros, dans notre expérience qui portait sur 150 grossesses, dans
presque la moitié des cas, nous avons été conduits à donner un traitement, soit en préparation à l'accouchement, soit parce qu'il y avait une aggravation de la thrombopénie. Donc, le message à donner à ces mamans, c'est oui, il y a un risque réel d'aggravation de votre maladie pendant la grossesse. Mais ce risque, dans l'immense majorité des cas, nous savons le gérer. Mais le message qui est très important, c'est que quand on prend ces jeunes femmes qui ont mené une grossesse et qu'on voit ce qui se passe 6 mois après l'accouchement, dans 90% des cas, ces jeunes femmes sont revenues au statut antérieur. C'est-à-dire qu'il y a une aggravation pendant la grossesse, mais une fois qu'on a passé le cap de l'accouchement, dans l'immense majorité des cas, les patientes vont revenir à leur état de base, si je puis dire. En ce qui concerne le traitement du PTI pendant la grossesse, vous avez bien montré, Bertrand, les médicaments autorisés, ceux sur lesquels on était plus réservé. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur ces nouveaux médicaments, enfin nouveaux, mais quand même encore nouveaux, que sont les agonistes du récepteur à la thrombopoïétine Alors, les agonistes du récepteur de la thrombopoïétine, c'est une question qu'on nous pose très régulièrement. C'est vrai que c'est très tentant de les donner, parce que c'est des médicaments qui ont une efficacité qui est vraiment tout à fait exceptionnelle. Le problème, c'est qu'on sait que ces médicaments passent la barrière placentaire et que nous n'avons aucune donnée solide sur le risque d'embryo-fétotoxicité. Et même s'il y a eu des cas cliniques très peu nombreux qui ont été rapportés, qui n'ont pas rapporté d'embryo-fétotoxicité, on ne sait pas ce que ça donne de stimuler la cellule souche et de stimuler le récepteur de la thrombopoïétine. Donc la position des experts, c'est de dire qu'il ne faut pas utiliser ces médicaments pendant la grossesse, sauf impasse thérapeutique absolue. Mais vraiment, avec des perfusions d'immunoglobulines répétées, avec des cures discontinues de corticoïdes, dans l'immense majorité des cas, on s'en sort. Donc moi, je mets en garde nos collègues qui seraient tentés d'utiliser ces médicaments, parce que là, je pense qu'on joue avec le feu. Non, la prudence, bien entendu. Alors, on a beaucoup parlé de thrombopénie immunologique, c'était le thème de cette présentation. Cette femme, au début, avait une thrombopénie relativement modérée. Vous avez souligné, Bertrand, de toute façon, la nécessité de contrôler la numération plaquettaire à distance de l'accouchement, aussi bien chez la mère et éventuellement chez l'enfant, puisque l'enfant était thrombopénique. Est-ce qu'il ne faut pas garder à l'esprit aussi la possibilité parfois de thrombopénie constitutionnelle, dont on sait quels sont des pièges diagnostiques face à ces thrombopénies? Non, cette question est tout à fait pertinente et bien évidemment, je pense que ce n'est pas parce qu'il y a une grossesse qu'il faut systématiquement, de manière manquer de rigueur et porter trop facilement le diagnostic de thrombopénie gestationnelle ou de PTI. Donc je pense que quand on est face à une thrombopénie, en particulier si elle est modérée, aux alentours de 50 gigas, savoir regarder le volume plaquettaire moyen, savoir rechercher une thrombopénie dans la famille qui pourrait à ce moment-là orienter vers une thrombopénie constitutionnelle, s'acharner à chercher les numérations antérieures. Effectivement, cette jeune femme qui avait une thrombopénie à 54 gigas, si on retrouve une numération d'il y a 3 ou 4 ans qui est normale, on s'affranchit du diagnostic de thrombopénie constitutionnelle. Mais ne jamais oublier ce diagnostic, même si quand même, dans mon expérience, il est très rare. Enfin, c'est un chapitre qui est en pleine extension. Merci Bertrand, merci Étienne pour cette présentation.